Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Possible levée de l'immunité parlementaire du député Farbengom. Ses proches parlent d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. L'anglais enseigné désormais dans les écoles primaires, nous avons fait le tour de certains établissements pour voir l'effectivité de la mesure. Après le TR et le BRT, le CETUD veut desservir les localités restantes. Un projet entamé en 2023 va bientôt sortir de terre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Introduction de l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires. Le programme a démarré dès aujourd'hui à l'école 1 et 2 de Mas Massayer-Nian. Les enseignants ont déjà reçu la formation. Les cours ont d'ailleurs démarré. Certains continuent tout de même à réclamer à l'État du Sénégal des indemnités. Du côté des parents, on salue l'initiative. C'est un sujet de Ndeyali Fall et de Barasso. Une petite révolution dans le système éducatif. Les cours d'anglais ont débuté aujourd'hui dans certaines écoles primaires. Sur le terrain, cette réforme a bien pris son envol. Aujourd'hui, effectivement, nous allons démarrer ces cours-là au niveau de notre école, à la classe de CM1, comme l'a prévu le projet qui est en phase test. Dans les classes de moyenne section au niveau du préscolaire et au niveau de l'élémentaire, les classes de CM1. Les élèves sont tous enthousiastes d'être les premiers pionniers ou bien les premières cibles à pouvoir participer, qui ont la chance de participer à cette initiative qui vise à leur rehausser et à leur faire des citoyens du monde. Elle fournit des précisions sur certains établissements où les cours d'anglais n'ont pas encore été introduits. Naturellement, comme on est en phase test et les enseignants ne sont pas fameux, il y a certes des écoles qui sont ciblées pour démarrer ce cours et l'année prochaine va être la généralisation de l'anglais. Toutes les écoles vont être servies au niveau du territoire national. Non loin de cet établissement se trouve l'école Mas Massayer Nian 2. Dans cet établissement, les cours d'anglais ont bien débuté comme prévu, mais à cause d'un malentendu, certains sont contre et réclament des motivations et des indemnités. Ça se déroule les après-midi, des jeudis soirs et des mardis soirs, normalement. Mais il y a pas mal de malentendus sur ça. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Voilà, ce malentendu, c'est que les gens veulent être indemnisés sur ça, sur l'introduction de l'anglais. Parce que nous sommes des enseignants du français. L'anglais est venu à part. Donc nous sommes recrutés pour le français. Nous ne sommes pas recrutés pour l'anglais. Le démarrage des cours d'anglais dans les écoles primaires marque un tournant important dans le système éducatif avec l'ambition de préparer les élèves à un monde de plus en plus globalisé. Cependant, cette initiative n'est pas sans défi car pour certains enseignants, l'État lui doit une indemnisation et des motivations avant de démarrer les cours. Ndeyali Fall à Louga, les enseignants ont eux décrété une journée sans cours. C'est pour dénoncer les violences auxquelles ils font face. Un professeur a récemment été menacé par un élève à travers un comportement qu'il juge inacceptable. Voici Idrissa Ibrahim Wele, il est le porte-parole des professeurs. Il est ici au micro de Mam Abdou Bodian et de Djibiso. En classe pour protester contre les violences que nos propres élèves exercent sur nous et dont la dernière date du lundi 6 janvier 2025 dans l'école où un élève a pris en flagrant délit de tricherie, a refusé de donner son téléphone et a proféré des menaces et des injures à l'endroit donc du collègue qui le surveille. Aujourd'hui, donc, nous avons décidé
de demander à l'autorité de régir les textes. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, autant les conseils de discipline, quand un élève fautait, donc l'école avait la prérogative de sanctionner définitivement l'élève. Mais aujourd'hui, on ne dit que quelle que soit la faute commise, même lever la main sur l'enseignant, l'élève ne peut être renvoyé que 48 heures. Mais ça veut dire que nous sommes en train de prêter le flanc. Un élève qui voudrait se reposer 48 heures va lever la main sur moi et il serait même récompensé parce qu'il va se reposer et ensuite, alors qu'il m'a déjà humilié. Et c'est pour ça que nous avons demandé à ce que nous retournions à l'orthodoxie de la discipline scolaire en donnant pleinement donc les prérogatives au conseil de discipline pour qu'ils puissent jouer le rôle qu'ils devraient jouer. Maintenant, concernant cette activité d'aujourd'hui, c'est un plaidoyer, c'est aussi un cri de cœur alarmant, allant dans le sens d'abord à l'endroit des parents. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes éducatives pour une éducation inclusive et durable au Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la validation de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation dénommée NITE. Cette nouvelle approche doit promouvoir, selon le ministre de l'Éducation nationale, les valeurs avec l'implication de toute la communauté. Voici Moustapha Mambagirassi, ministre de l'Éducation nationale. Il était ici au micro de Babacar Seck. Ça a été le moment pour tous les acteurs présents ici de lancer un appel pressant à toute la communauté, à toute la nation sénégalaise. Nous parlons de société éducative. Il faudrait que chaque citoyen sénégalais, chaque père de famille, mère de famille, tous ces citoyens sénégalais qui ont en charge des responsabilités dans le privé ou dans le public, que chacun d'eux s'investisse dans l'école, que l'on considère l'école comme étant le creuset, le socle par lequel la transformation systémique tant chantée, tant attendue passera. On ne peut rêver d'une transformation, on ne peut réaliser une transformation systémique si on ne met pas l'accent sur l'école. Donc au début l'école, à la fin ce sera l'école, et quand je parle d'école aussi, naturellement, vous comprenez, l'enseignant devient central. L'enseignant est le creuset, c'est celui-là qui porte les valeurs, qui doit être imbu et porter donc ces valeurs, les infuser aussi dans le système éducatif. Donc il devient une pièce maîtresse, une pièce du puzzle qui est extrêmement importante. Mais au cœur de l'école, donc l'enseignant, mais nous parlons donc d'un système, d'une société éducative, que tout le monde s'y mette. Je le disais en titre possible, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, le bureau de l'Assemblée nationale qui a été convoqué aujourd'hui pour information, mais également le bureau des présidents qui a également été convoqué du côté donc des proches de Farba. On parle d'instrumentalisation de la justice. Le deuxième adjoint maire de Agnam parle donc d'une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Voici Abdulaziz Diop, deuxième adjoint maire de la commune de Agnam. Il est ici au micro, il est joint plutôt par Antoine Diouf. Nous, en tant que fils d'Agnam, en tant que son proche, en tant que collaborateur, et en connaissant la personne de l'honorable député Farba Ngom qui n'a jamais occupé une fonction au niveau de l'État, je crois qu'il y avait des choses ou des priorités ailleurs, ou bien des personnes qui devraient être les premières à être interpellées par rapport à l'honorable député Farba Ngom. Parce que là, tout ce qu'ils veulent, c'est de réaliser le rêve de Ousmane Sonko, ou bien même de concrétiser ces paroles qu'il avait tenues lors de la campagne des élections législatives passées, lorsqu'il est passé à Agnam en disant que cette élection sera la dernière élection de l'honorable député Farba Ngom. Rien d'autre que ça. Et il avait même dit que le ministre de la Justice est nommé par politique, il n'est pas nommé par ses diplômes ou autres. Donc on voit que c'est une instrumentalisation politique pour liquider la personne de l'honorable député Farba Ngom, parce qu'ils ont tout fait pour conquérir le Fouta depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc tout leur combat, c'est de le liquider pour mieux positionner et dérouler leur politique au niveau national. Justement, à propos de cette possible levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, la séance est
prévu pour ce vendredi. Donc, l'immunité parlementaire pourrait être levée. La commission a donc convoqué dès demain, mercredi, la séance plénière pour lever donc l'immunité parlementaire du député Farba Ngom est prévue ce vendredi. La machine judiciaire est enclenchée. Le projet de restructuration du réseau des transports, le CETUD, va desservir les localités exclues des périmètres du BRT et du TER. C'est pour mieux améliorer la fluidité du transport. Le projet a été lancé en 2023. Il va bientôt démarrer. Ça tout débat. 268 milliards de nos francs CFA, c'est le montant total du projet de restructuration du réseau de transport en commun, lancé dans la modernisation du réseau de transport en commun de Dakar. Nous avons tenu ce matin une rencontre pour présenter le projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. Donc, ce projet est porté par les agences d'exécution du ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens, à savoir le CETUD, mais aussi l'AGEROUTE, qui sont les maîtres d'œuvre de ce projet pour justement continuer dans la lancée de modernisation du réseau de transport en commun de Dakar. 700 arrêts de bus seront mis à la disposition pour permettre aux usagers de se déplacer à l'intérieur de la région de Dakar, selon le gouverneur. Donc après le BRT et aussi le TER, il est prévu dans ce projet-là de mettre en place un réseau de 14 lignes de bus sur 30 km de voirie avec 2 ateliers dépôts. Il y a 700 arrêts de bus qui sont prévus et 9 carrefours également qui seront intégrés dans ce projet-là pour justement faciliter la mobilité des populations et favoriser leur accès à ces transports de masse que sont le BRT et le TER, en mettant en place justement ces bus de rabattement. Le projet en cours est prévu pour 3 ans, 2023-2026. L'autorité trouve que les entreprises répondent en masse pour la réussite du projet. Le projet est prévu sur la période de 2023 à 2026. On est à la phase d'appel d'offres. Il y a des entreprises qui sont en train de répondre. Le processus est en cours et on espère que dans un futur très proche, les travaux vont être lancés. Ce projet constitue une étape cruciale pour valider les orientations stratégiques et garantir une mise en œuvre harmonieuse du projet. Il contribuera à décongestionner la capitale tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Finalisation et validation du référentiel de l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique. Le collectif des organisations de la société civile se penche sur la question. Cet outil stratégique vise à promouvoir la transparence, mais également l'inclusion citoyenne. C'est un compte rendu signé Elisabeth Christine et Moussa Dia. Avec un nouveau gouvernement manifestant une volonté d'améliorer la gouvernance, le constat reste cependant échangé. Jusqu'à présent, les indicateurs de gouvernance et de démocratie sont essentiellement produits par des institutions extérieures, selon le directeur exécutif de l'ONG 3D. La société civile a un rôle prépondérant à jouer. D'abord, tous les outils de gouvernance, tous les instruments de mesure de gouvernance, que ce soit de la gouvernance démocratique, que ce soit de la gouvernance économique, ces outils-là nous viennent en général de l'extérieur. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections estime nécessaire d'établir des instruments de mesure de gouvernance qui soient souverains et compatibles avec les réalités socio-culturelles du pays. Nous devons aller vers l'endogénisation de nos outils, nos instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS, pour dire, oui, ces outils-là, c'est bien, mais nous devons avoir des outils qui nous sont propres, des outils en phase avec nos réalités socio-culturelles. Mahamadou Dian, représentant de la Grande-Bretagne, a profité de l'occasion pour réaffirmer la volonté de la Grande-Bretagne d'accompagner le COS dans son projet de mise en place d'un observatoire de la bonne gouvernance et de la démocratie. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place son référentiel et la base de ce référentiel
et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous savons tous qu'aujourd'hui, le développement d'un pays passe par la bonne gouvernance. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous d'accompagner le Sénégal dans la mise en place de ces instruments et aussi de cet instrument-là qui va permettre d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre de sa vision. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections en collaboration avec la Grande-Bretagne s'est réuni afin de finaliser et valider le référentiel de l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique. Cet outil stratégique vise à promouvoir la transparence et l'inclusion citoyenne. Pour eux, le Sénégal doit avoir sa souveraineté de mesures de bonne gouvernance et de démocratie. L'adresse du Khalif de Ngodiba, une localité située dans la région de Kaffrine. On appelle à la jeunesse pour demander à ces nombreux candidats à la migration irrégulière de lancer leurs propres initiatives au lieu d'attendre que l'État les recrute. Le marabout s'exprimait à l'occasion de la 68e édition de la Ziara annuelle de Ngodiba. Boubacar Falbob. Célébration de la 68e édition du Gamou annuel de Ngodiba. Entre autres messages, celui relatif à la problématique de l'emploi des jeunes. Le marabout les appelle à ne pas tout attendre de l'État, mais également à ne pas se laisser tenter par l'aventure de l'immigration clandestine. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Des terres arables sont disponibles. Le commerce est là. Même s'il faut vendre des balais, des cacahuètes, je déconseille aux jeunes de faire l'immigration clandestine ou d'attendre d'être recrutés dans la fonction publique. L'entrepreneuriat comme l'une des principales solutions. Emploi des jeunes, emploi des jeunes, emploi des jeunes. Il faut que les jeunes apprennent à entreprendre pour s'en sortir. Ce message délivré à l'occasion du Gamou de Ngodiba qui a lieu chaque année intervient à un moment crucial où les jeunes sont confrontés au manque d'argent. Boubacar Falbob, commémoration du 145e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye le 30 et le 31 janvier prochain. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour assurer une bonne organisation de l'événement. Le thème retenu cette année est valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye. Daouda Mbaye est le vice-président du comité national de l'appel. Je propose de l'écouter. Le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'Hégire, ici à Yoff, le saint maître Seydina Limamou Laye, alayhi salatu wa salam, lance à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Cette année, les cérémonies religieuses du 145e anniversaire de cet appel retentissants sont prévus pour le premier jour, le jeudi 30 janvier 2025 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi alayhi salam, dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le vendredi 31 janvier, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin, avec la cérémonie du Yor Yor et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Les préparatifs de cette année ont été également marqué par l'organisation d'un CRD sous la conduite du gouverneur de Dakar ce matin même, qui nous a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines, et des assurances ont été faites pour la satisfaction pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et l'assainissement, avec un suivi particulier pour ces deux derniers domaines, en relation avec respectivement l'AGEROUTE et l'ONAS. Il importe aussi de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document portant expression de besoins de la communauté Ahlul qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée par le monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette réunion nous permettra de faire le point
sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'appel. En sport, l'ASC Daradji de Wakunguna remporte la Coupe du Maire de la dite localité. L'ASC Wakunguna a donc battu par 2-0 l'ASC Renaissance de Sabaya. Le président de la zone de Wakunguna demande aux autorités d'accélérer les travaux de construction du stade municipal de la commune. Sekou Diallo et Astombaye. Le stade municipal de Wakunguna est en chantier depuis plus de 2 ans. Le président de zone de Wakunguna demande l'accélération des travaux. C'est juste un cri de cœur que nous avons. Maintenant, ce que nous demandons, c'est juste aux autorités de nous venir en aide, au moins d'achever ces travaux-là pour permettre aux jeunes Wakoua de se d'épanouir. Parce que nous avons des talents, et vous voyez, les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre aux jeunes de montrer leur talent. Donc nous demandons aux autorités, au ministre des Sports, et entre autres, de venir au moins nous aider la population à sauver les travaux. Le maire de Wakunguna, Amadou Lamine Dia, rassure la jeunesse. C'est vrai que pour la première fois, la finale de la Coupe du Maire s'est jouée au stade municipal, entre guillemets, parce que c'est un stade qui n'est pas encore achevé du moins. Mais nous avons de l'espoir que d'ici la fin de l'année, les travaux vont se terminer. J'ai eu à m'entretenir avec les responsables, notamment le maître d'ouvrage, l'AGETIP, et l'entreprise qui est chargée d'exécuter les travaux. Et j'ose espérer que d'ici la prochaine édition, nous allons fêter la finale dans un stade flambant neuf avec des grilles de protection et un éclairage maximum. 1 million de francs CFA a été remis à l'équipe gagnante et 500 000 francs pour l'équipe perdante. Des jeux de maillots et des ballons ont été également remis à ces 2 équipes. C'est d'ailleurs cet élément qui va fondre cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après ce journal pour un entretien spécial avec le directeur général de l'Agence de la sécurité routière, Atoumane Si. Au revoir.